Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire du forum Pamela Award de l'ICFJ sur le reportage des crises mondiales. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum que nous avons lancé en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, pour aider les journalistes du monde entier à mieux couvrir les enjeux mondiaux, à les doter d'expertise afin de mieux travailler. Donc, chaque semaine, depuis 2 ans, nous organisons des webinaires, des ateliers en ligne, des formations pratiques et aussi des cafés virtuels entre journalistes pour discuter de notre profession et pour collaborer et aussi pour partager ensemble les bonnes pratiques. Aujourd'hui, notre webinaire porte sur comment les journalistes peuvent-ils expliquer les enjeux mondiaux aux enfants. Les journalistes écrivent-ils la plupart du temps pour les enfants? Est-ce que les enfants font partie de leur audience? Se soucient-ils de l'impact qu'ont sur eux les mots qu'ils utilisent? Comment rendre l'actualité accessible aux tout petits et leur permettre d'ouvrir leur regard sur le monde? Lorsque des crises majeures surviennent comme la guerre, les conflits ou les pandémies comme celle du COVID-19 que nous venons de traverser, elles affectent tout le monde. Les enfants ne sont pas épargnés. Mais les journalistes, dans le traitement de l'information, n'accordent que très peu d'intérêt aux tout petits. Comment faire en sorte que les enfants puissent également accéder à l'information, comment les informer en situation de crise, comment leur expliquer les enjeux mondiaux, comment expliquer par exemple aux enfants la dégradation de l'environnement, la maltraitance, les enjeux migratoires. C'est l'objet de ce webinaire pour lequel nous accueillons 4 exceptionnels invités. Nous avons avec nous Madame Caroline Gartner, elle est responsable du journal Les Enfants en France. Aussi Laure Blédou, qui est la directrice éditoriale et marketing chez Bayard Afrique en Côte d'Ivoire. Avec nous également Lamia Rassi, elle est la cofondatrice de Planet News au Liban. Catherine Ball, fondatrice de Wow News en France. Et enfin, ou la docteure Araline McMahon, qui est la présidente de Global Youth and News Media en France. Elle étudie depuis de très longues années ce phénomène et c'est un plaisir pour nous, docteur Araline, de vous avoir avec nous. Soyez les bienvenus. Enchanté. Bonjour Donc, Caroline, bonjour Lamia, bonjour Laure, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour de Beyrouth. de France. Alors, Madame Araline, est-ce que vous pouvez nous faire une introduction de ce phénomène que vous étudiez depuis très longtemps? Oui, en fait, j'ai fait une présentation et je vais le jouer maintenant puisque je n'ai pas confiance en moi dans ce site. Bonjour, ma tâche aujourd'hui est de vous donner une petite introduction à notre sujet, à peu près 8 minutes, et aussi quelques autres exemples de gens qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. En observant l'approche de nos panélistes et les autres qui font ce travail dans le monde depuis 20 ans, j'ai constaté qu'il y a à peu près 6 éléments clés de leur traitement de l'actualité de crise, en fait de tout leur contenu. On met l'accent sur le journalisme de solution basé sur les questions d'enfants et aussi sur les gens qui aident dans ces situations. Il y a même pendant les crises un équilibre de contenu qui apaise de plus en plus avec l'avis des psychologues. On soutient les enseignants et les parents à traiter les sujets difficiles avec les jeunes. Et surtout, il y a un énorme soin apporté au langage. Enfin, on donne aux enfants la possibilité de s'exprimer et de faire quelque chose. Tout cela, c'est parce que, comme François Dufour de Playback l'a dit il y a pas mal d'années, les enfants ne vivent pas sur Mars. Donc, ils ne peuvent pas éviter les infos qui les entourent sur notre planète. Depuis longtemps, le journalisme de solution
qui appelle à des reportages rigoureux sur les réponses aux questions, aux problèmes sociaux, fait partie de l'ADN des créateurs les plus doués de actualité pour enfants. C'est naturel pour eux. Pour le reste, c'est quelque chose à apprendre. Maintenant, quelques exemples de ce qui ne sont pas avec nous. La base, c'est littéralement les questions pour Milan Presse, qui est une filière de Bayard. Ils ont commencé en 2016 avec les vidéos, un jour, une question, qui traite des questions des enfants, s'y inclut sur les concepts liés aux sujets difficiles. C'est une petite animation de moins d'une minute pour chaque idée. Voici quelques-unes qui expliquent les concepts de crise. Maintenant, en plus des animations, ils ont un journal, un magazine, des émissions, des podcasts, des événements, etc., etc. Donc, c'est vraiment une force dans ce domaine. Depuis 1995, Playback va plus loin que les questions d'enfants, dans maintenant 3 quotidiens triés par âge qui sont livrés chez eux. Oui, c'est les questions d'enfants qui guident toujours et qui traitent un sujet difficile, mais c'est aussi les enfants qui décident chaque jour et pour chaque édition quel sujet proposé par les journalistes qu'on va publier. Comme nos panélistes, ces rédactions mettent souvent l'accent sur l'espoir fourni par les gens qui aident pendant les crises. C'était bien évident pendant les premiers mois de la pandémie COVID-19, mais en général, c'est plus souvent le cas que dans les produits pour adultes. Notre Global Youth and Media Prize a honoré quelques-unes des organismes qui faisaient beaucoup ça pendant la pandémie, les premiers mois de la pandémie. Vous pouvez voir les cas complets sur notre site, mais je vais vous noter 3 autres choses que nos 12 lauréats avaient fait en commun. Il y avait un équilibre, une touche visuelle légère malgré le sujet. Les mots étaient très, très bien choisis et il y avait bien sûr des aides pour parents et enseignantes. Newsomatic en français et 3 autres langues est énorme et ça agrandit toujours. Ils ont des guides pour parents et enseignants, bien sûr, ce qui est particulièrement c'est intéressant qu'il y ait un psychologue dans l'équipe. Et Catherine, sur notre panneau, c'est que la deuxième que j'ai rencontrée comme ça. Aussi, on voit les dessins par centaines chaque jour via une app spéciale. Voilà ici quelques exemples qui venant d'Ukraine. L'idée de dessin, c'est très fort. Et ça, c'était un projet mondial, Kids Paint Corona, qui a attiré des milliers de photos, de dessins. Et c'était l'idée d'un éditeur allemand et un musée norvégien. Nous, on a travaillé avec des autres journaux pour faire Kids Draw Peace for Ukraine, qui continue. Ça, c'était inspiré par Newsomatic et Kleine Kinderzeitung en Autriche. Donc, mais l'une des clés principales est le langage, surtout pendant les crises. Voici quelques similarités que je vois dans les meilleurs entre les journaux et émissions pour enfants. Une phrase égale une idée, moins de 12 mots. Les articles sont courts, moins de 200 mots. Le langage va avec l'âge et connaissance des enfants. Il y a une absence d'adjectifs pour mettre l'accent sur les faits. Il y a des définitions de mots difficiles. Les titres sont clairs et nets. Les photos ont des explications qui ajoutent l'info. Il y a pas mal de points d'entrée, les cartes, les tableaux, des dessins, vidéos, podcasts, événements. Donc, de plus en plus de points d'entrée pour les enfants. Je vais terminer avec 2 idées, donc un pour les anglophones avec nous. Mais avant ça, voici vos devoirs, les francophones. L'idée, c'est de goûter et tester les stratégies de langage que je viens d'expliquer. Donnez un challenge à votre rédaction, comme on a fait El Mundo, de créer une page, papier ou site web, pour les enfants de 10 ans, avec l'actualité du jour, crise ou non. Puis testez-le avec eux et avec des adultes qui vont les comparer.
les réactions peuvent vous surprendre. And now for the Anglophones among us who work with teenage journalists. Soon we will announce the first Climate Champion Profiles contest for teenage journalists worldwide. Look for it in IJNet. Winners get a cash prize plus coaching for publication in News Decoder, the international news service based here in France. Donc, encore une fois, les 6 points clés, questions et solutions, un accent sur les gens qui aident avec un équilibre de contenu pas tout à fait triste, mais pas tout à fait gai, les aides pour les parents et enseignantes, un soin sur le langage et une possibilité de faire des actions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Araline, pour cette présentation qui est succincte, qui est très riche. Une phrase, vous dites dans cette présentation, une phrase, une idée, pas moins de 12 mots. Oui. Oui, l'idée, c'est que je préfère que les autres répondent, puisque c'est eux qui travaillent sur tout ça. Mais l'idée, c'est de rester simple et compréhensible pour les enfants. Et ça marche pour les adultes, des fois aussi. Madame Caroline, est-ce que vous voulez continuer avec votre présentation ou... Oui, bien volontiers. Bonjour à tous, donc je m'appelle Caroline Gartner, je suis la responsable du Journal des enfants et donc je vais vous montrer à faire une petite présentation. Je remercie Araline de m'assister pour cela. Je vais donc vous expliquer un petit peu comment et pourquoi le journal a été créé et la façon dont on y travaille. OK. Caroline, juste me dire prochaine slide ou quelque chose comme ça. Voilà. Parfait, merci. Where the hell is she? Sorry. Mais le temps que Madame Araline lance la présentation, Caroline, comment se fait l'écriture des papiers pour enfants? Alors, l'écriture des papiers pour enfants, le principe de base, en fait, c'est qu'il faut se dire que l'enfant ne connaît rien à la situation. Des fois aussi, souvent un peu comme les adultes. Hein. Je pense que ce qui sortira de tout ce qu'on va se dire, c'est ce qui vaut pour les enfants peut très bien être appliqué pour les adultes. Donc, en fait, il faut vraiment partir du principe, si vous parlez de l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, par exemple, il n'est pas acquis pour un enfant lecteur que Poutine est le chef de la Russie. Donc, il y a des choses qu'il faut redire systématiquement, remettre le contexte, remettre une carte qui va indiquer où se situe le pays. Il faut vraiment partir un petit peu de l'inverse de ce que fait, par exemple, l'AFP, qui va recontextualiser à la fin de sa dépêche. Là, vraiment, d'entrée de jeu, il faut rappeler tous les tenants et les aboutissants, donc je vous dis sous forme de carte, ou alors sous forme d'un petit encadré qui va, sous forme de petits tirets, retracer l'historique de ce qui s'est passé. Mais il est très, très important de ne pas partir du présupposé que l'enfant va savoir quelque chose. Voilà, l'enfant, il découvre le monde, on est là pour l'accompagner. Et en fait, voilà, ça tombe parfaitement. Merci à Aline. C'est vraiment l'idée qu'avait la fondatrice du Journal des enfants, donc qui est un très vieux journal, puisqu'il est né en 1984. Donc, c'était vraiment totalement révolutionnaire à l'époque. Il n'y avait vraiment pas d'équivalent. Et Béatrice a l'idée d'expliquer l'information aux plus jeunes. Elle se rend au journal L'Alsace, puisqu'elle vivait à Strasbourg, donc dans le nord-est de la France. Et elle va voir le rédacteur en chef du journal L'Alsace qui lui dit « Banco, on essaye ». Et elle lance ce petit journal, donc qui, vous voyez les images en bas de l'écran, qui a bien évolué depuis son grand format de 4 pages en noir et rouge en 1984 et qui aujourd'hui, depuis 2019, à 16 pages en format tabloïd toutes les semaines. Et vraiment, ce qui fait la spécificité de ce produit, qu'il l'a toujours gardé, c'est que c'est vraiment un journal d'actualité. Donc, comme le journal de papa et maman, il est imprimé sur une rotative. Donc, voilà, il a vraiment le même papier journal et l'encre qui salit les doigts comme le journal de papa et maman. Et il est vraiment structuré aussi de la même façon, c'est-à-dire qu'il va vraiment expliquer, comme dans Le Monde ou Le Figaro, l'actualité qui
qui se passe en France, dans le monde, l'actualité sportive, l'actualité culturelle, scientifique. Il a un grand dossier de 2 pages toutes les semaines. Il a aussi une page consacrée aux bonnes nouvelles. Je sais que parmi nous, il y a quelques spécialistes qui vous en parleront encore mieux que moi. Et donc, c'est un journal qui est vendu en France sur abonnement et qui part aussi dans 80 pays dans le monde, puisqu'il y a des enfants français qui vivent à l'étranger ou alors des enfants ou des grands qui apprennent le français et qui apprécient la lecture plutôt simple de ce journal. Voilà, on peut changer de slide, Aline. Merci beaucoup. Donc, les ambitions du Journal des enfants, c'était vraiment de rendre l'actu des grands accessible aux enfants à travers une écriture simple et surtout sans tabou. Alors, quand je dis une écriture simple, attention, ce n'est pas une écriture simpliste. Quand vous écrivez pour les enfants, on ne peut pas se permettre de raccourcis. Ce n'est pas parce qu'on doit écrire des textes courts qu'on doit oublier des informations ou qu'on doit évacuer certains aspects. Il faut vraiment une très grande capacité pour écrire court, mais en y mettant toutes les informations et en plus sans tabou. Sans tabou, ça veut dire qu'on n'évitera aucun sujet, particulièrement aujourd'hui en temps de crise. Vous verrez à la fin, je vous ai mis des exemples hors Covid, guerre et choses comme ça, mais il y a eu des actualités en France qui ont été très difficiles à aborder, mais voilà, on n'a pas reculé, on est allé, c'est vraiment la doctrine du journal. L'idée donc est d'ouvrir leur regard sur le monde, de leur expliquer ce qui se passe pour qu'ils en aient vraiment moins peur, pour qu'ils le comprennent. Aussi aujourd'hui, ce qui n'existait pas forcément en 1984, les enfants ont un accès multiple à l'information, mais pas seulement à l'information, aussi aux rumeurs, aux informations mensongères, avec une volonté plus ou moins de nuire ou de pousser un agenda, qu'il soit politique ou autre. Donc, on est là pour être une source sûre et fiable. On s'adresse bien entendu aux enfants, mais aussi on souhaite ouvrir la discussion et le débat dans la famille et à l'école, puisque aujourd'hui on voit que le débat, c'est quelque chose qui devient très très conflictuel. Nous, on veut que ça reste quelque chose de riche, un moment d'échange. Ça participe aussi de la construction de la citoyenneté. On veut justement donner une voix et aider les enfants à construire leurs réflexions et leurs avis. Donc, dans le journal, on ne prendra jamais position, à part dans l'édito, qui est un espace vraiment purement dédié à ça. Mais on va vraiment leur expliquer quels sont les différents points de vue pour qu'eux, ensuite, passent leur propre opinion. Et l'idée, c'est que demain, les journaux des grands, ils aient encore des lecteurs parce que nous, on les aura habitués, des petits, à l'usage de la presse. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, je vous le disais, un principe, pas de tabou. Tous les sujets, même les plus difficiles, on les aborde, mais on les aborde avec les bons mots, sans choquer. On fait un choix de vocabulaire qui est important. Jamais vous ne lirez le mot massacre. On va parler plutôt d'un grand nombre de victimes, mais on va utiliser des mots qui ne sont pas agressifs. On n'est pas là pour choquer, on n'est pas là pour faire des clics, des vues. On est là pour expliquer et aussi pour rassurer quelque part. Et une des règles d'or, c'est de ne pas se précipiter. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi beaucoup depuis qu'il y a eu des attaques en France, des attentats depuis Charlie. Quand il se passe quelque chose de dramatique comme ça, il ne faut surtout pas qu'on se précipite parce qu'en plus du journal, on a un site web, mais on n'est pas pressé de donner l'information. On doit absolument la vérifier, la reformuler. Ça, c'est très, très important. Quand on est face à des crises, à des faits graves, on a choisi de prendre une approche chronologique, factuelle et dépourvue d'émotions. C'est-à-dire, par exemple, on ne va pas dire « ces gens sont fous ». Un homme a précipité un camion contre la foule, il était fou. Non, on va simplement dire voilà, tel jour à telle heure, il s'est produit telle chose. Et ensuite, on va, à partir de ces faits qui sont difficiles, essayer de trouver des angles différents, un peu originaux, parfois rassurants. Par exemple, dans la crise du Covid, que devenaient les animaux de réserve en Afrique où tout était confiné, est-ce que quelqu'un allait quand même s'en occuper? Il y avait des papiers qui arrivaient qui étaient super, vraiment intéressants. Et c'était vraiment des moyens, des angles originaux, différents, qui dédramatisaient le propos. Et ensuite, effectivement, bien entendu, on allait vers des choses, des propos rassurants, de la solidarité. Voilà, on peut aller sur la dernière slide où là, je vous ai effectivement montré rapidement quelques exemples, donc les attaques de 2015 et 2016 en France. Donc, vous voyez que les titres sont très simples, très clairs. Et un autre sujet qui était très, très délicat à gérer, c'était le scandale de pédophilie dans l'Église. Expliquer ce qu'est la pédophilie, expliquer ce qui s'est passé. Je vous avoue que c'est un des papiers qui a été les plus difficiles à rédiger pour moi, qui est pourtant quelques années d'expérience maintenant au Journal des enfants. Mais c'est
possible. Voilà, on peut aborder tous les sujets. Il suffit vraiment de prendre du recul, d'avoir un vocabulaire adapté, de faire attention aux photos qu'on va montrer. Et puis, voilà, je pense que pour moi, tous les sujets sont absolument abordables. Il faut juste trouver la bonne méthode. Et c'est un excellent exercice dont parlait Araline, que de tester des journalistes des grands en leur faisant écrire pour les enfants. Souvent, vous verrez, c'est pas simplement d'écrire court, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ah, on ne vous entend plus, Coty. Voilà. Mon micro, il était off. Merci pour cette intéressante présentation. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez souvent le retour des enfants après vos publications? Est-ce que les enfants vous font des retours, souvent des remarques sur les informations que vous leur offrez? Alors, on a des retours. Ils nous envoient aussi des sujets qu'ils aimeraient dont on parle. Souvent, ils nous font des retours quand on a écrit des bêtises. Ça, ils ont l'œil. Ils sont très, très vigilants. Donc, il faut être particulièrement prudent. Ils nous ont dit, à un certain moment de la crise du Covid, qu'ils en avaient marre d'entendre parler de Covid et qu'ils voulaient qu'on leur parle d'autre chose. Donc, on les a écoutés là-dessus parce que, voilà, eux aussi, ils avaient de la surinformation à ce niveau-là. Et on a aussi les retours des parents et des enseignants qui nous font, des parents qui sont parfois pas très contents, justement, qu'on ait osé traiter certains sujets, mais voilà, on leur explique que c'est notre démarche, ou d'enseignants qui nous suggèrent aussi des pistes pour creuser des idées parce que ça peut les intéresser aussi, le JDE étant également utilisé comme support pédagogique dans les classes. Et vos papiers, c'est toujours du long format ou c'est des formats plus courts? Puisque, comme vous l'expliquez, il faut tout expliquer aux enfants. Poutine, c'est le président de la Russie. Et ça veut dire, en fait, que vous avez beaucoup d'informations à donner, toujours des notions fondamentales. Mais est-ce que cela vous amène à faire des papiers ou des formats plus courts ou c'est des formats longs? On a des formats plus courts, je me permets, vous voyez, ça, ce sont les premières pages. Enfin, la page, le flouté, vous ne verrez pas très bien. Mais il y a des textes courts et des textes longs. Okay. On peut aborder les informations sans tout recontextualiser aussi quand il s'est passé quelque chose. Par exemple, dans un pays d'Europe de l'Est, l'élection de la première présidente, il suffit de dire que dans ce pays qui est situé en Europe de l'Est, pour la première fois, on a eu une présidente et elle espère pouvoir… Et ça, vous avez besoin de quelques lignes pour le faire. Il faut, comme nos lecteurs ont entre 8 et 12 ans, il faut vraiment en avoir pour tout le monde. Je dirais. Donc, il y a des enfants qui vont commencer par les petits dessins, entrer en lecture petit à petit sur des choses qui vont attirer leur œil, et d'autres qui vont être de meilleurs lecteurs ou qui vont être plus âgés, qui vont pouvoir entrer en lecture dans des sujets un petit peu plus complexes. Mais souvent, ils zappent un petit peu dans le journal, ils passent d'une rubrique à l'autre, ils le feuillettent, ils reviennent, ils ont une semaine pour le lire. Donc, ils y reviennent avec leurs parents ou seuls pour étudier les sujets qui les intéressent. Et on essaye, comme disait Araline, de proposer une multiplicité de formats. Donc, que ce soit du dessin, de l'article, de l'interview ou alors des infographies où on explique par le dessin, on essaye d'offrir un peu de tout à tout le monde pour que ça les intéresse. Merci encore, mais j'ai encore une dernière question pour vous. Après vous, c'est Madame Catherine qui fait sa présentation. Le temps qu'elle se prépare, Caroline, dites-nous, est-ce qu'il faut des compétences particulières en fait pour aborder l'actualité pour enfants? Des compétences particulières, il faut être très curieux, il faut garder effectivement un peu l'esprit d'un enfant, la curiosité d'un enfant en fait. Et il faut vraiment, vraiment pouvoir se remettre dans leurs chaussures et se dire, alors à 10 ans, est-ce que je savais ça? Est-ce que il fallait qu'on m'explique ça? C'est bien si on en a autour de nous, mais je pense que la curiosité est vraiment la clé et la volonté de transmettre. Il faut avoir un aspect pédagogique, c'est vraiment en fait, quand vous écrivez pour les enfants, vous revenez vraiment à la base du journalisme qui est écrire pour être lu. Là vraiment vous êtes dédié à votre lecteur et vous ne l'écrivez pas pour vous faire plaisir, vous l'écrivez à lui. Donc parfois vous devez renoncer aux jeux de mots parce que les enfants ne les comprennent pas, il y a des petites contraintes, mais surtout savoir se rappeler de quand on avait 10 ans.
Merci encore. Madame Caroline, bonjour. Madame Catherine, autant pour moi, pas Caroline encore. Bonjour, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, votre écran s'affiche parfaitement. Super. Alors peut-être que je dois le mettre comme ça, c'est mieux, non? Oui, Oui. ok. Donc je m'appelle Catherine Ball et j'ai fondé Wow News il y a 3 ans. Donc nous ne sommes pas les petits jeunes, mais les petits nouveaux, je crois, dans ce monde voilà, de la presse jeunesse. Et donc, j'ai fondé ce média avec Alastair McDonald, qui lui est un journaliste qui a 30 ans d'expérience dans ce métier et qui a donc travaillé à l'agence de presse Reuters. Le constat, bon, je ne vais pas m'appesantir dessus, mais pour nous, le constat que nous avons fait, c'est que les médias traditionnels sont de plus en plus négatifs et que ça a un impact sur les enfants. Et donc, on a voulu agir pour les plus jeunes. Et donc, on a créé ce média pour le bien-être des enfants, pour leur donner envie d'être acteurs avec un média différent qui rééquilibre ce qui est diffusé par les médias traditionnels. Et donc, nous adaptons le journalisme de solution dont Araline a parlé tout à l'heure. Nous l'adaptons pour les enfants. Nous parlons de tous les sujets, comme a dit Caroline, nous aussi, sans tabou, grâce à des journalistes professionnels qui écrivent et qui font des vidéos, puisque nous utilisons plusieurs supports. Et donc, notre angle à nous, c'est de mettre en lumière des solutions et des personnes qui s'engagent pour notre bien-être à tous. Et ensuite, nous montrons aussi aux enfants que nous avons tous des idées et des talents et nous leur suggérons des actions à mettre en œuvre dans leur quotidien, puisque pour nous, le passage à l'action, c'est une étape essentielle. Alors, nous avons donc développé une application. Wow News, le média positif des 8-12 ans pour s'informer et agir. Chaque semaine, les enfants ont accès à un nouveau parcours interactif à réaliser à la maison ou en classe, sur ordinateur, tablette ou téléphone. Lire des articles, regarder une vidéo, répondre à des quiz pour comprendre un sujet d'actualité et découvrir une solution inspirante. Accompagnés par les journalistes et la mascotte Super Wow, les enfants sont invités à réagir et à choisir un super pouvoir. De petites actions à mettre en place au quotidien. Inscrivez-vous sur app.wow-news.eu. Wow News, Voilà, donc Wow News, c'est ça, c'est un média pour les enfants qui est 100% positif, qui est bilingue, puisque c'est aussi une de nos spécificités. Nous publions en français et en anglais. Nous sommes numériques, puisque nous avons développé cette application web. Et donc, contrairement à d'autres médias, nous ne sommes pas exhaustifs. Nous publions un sujet par semaine qui, dans un parcours de 15 minutes, informe, donne une solution et puis ensuite suggère le passage à l'action pour les enfants. Je termine avec un exemple de sujet que l'on a traité récemment, qui était donc la famine en Somalie. Et donc, dans l'application, nous avons donc développé ces 3 étapes, où d'abord, en introduction, eh bien, nous présentons le sujet, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, nous donnons des chiffres souvent parce que ça met bien en perspective ce qui se passe. Et ensuite, le développement du sujet, pour nous, ça a été de trouver une solution qui est un type de céréales, une famille de céréales qui s'appelle le millet et qui est utilisée dans des pays en Afrique et en Inde. Et pour ça, nous faisons de l'écrit et aussi une vidéo chaque semaine. Et puis, dernière étape, c'est la mise en action, donc avec des propositions que l'on fait aux enfants et qu'ils peuvent chaque semaine dans l'application engranger et retrouver au fur et à mesure. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci.
la question que j'ai pour Madame Catherine, elle est toute simple, c'est de savoir, parce que vous dites que vous avez votre particularité, en fait, vous donnez l'information aussi, que ce soit à des, votre journal est en deux éditions, la langue anglaise et la langue française, et je veux savoir pourquoi ce choix. Bah, c'était tout naturel pour nous déjà, puisque le cofondateur de WOW, Alastair, est d'origine écossaise. Et donc, dès le départ, lui, il écrivait en anglais et moi, du coup, j'adaptais en français. Et on a, voilà, ça s'est trouvé comme ça. Et aujourd'hui, bah, ça nous permet de diffuser dans des pays, dans le monde entier, puisque notre ambition, c'est de parler aux enfants où qu'ils soient. Et dans Donc, plusieurs... c'est les mêmes contenus qu'on retrouve dans les deux langues. Oui, absolument. Merci pour cette présentation. Nous allons passer à Madame Laure, parce qu'avec la mienne, je ne suis pas sûr d'avoir reçu le document, mais Aline, est-ce que vous avez le document de Madame Lamière Racine? Le récent. En attendant, on peut continuer avec Laure. Bonjour Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez la chance d'être ici en Afrique avec nous en Côte d'Ivoire. Est-ce que la façon dont on offre l'information aux enfants en Europe est un peu différente de ce que vous faites ici en Afrique? Non, je dirais pas ça. Je pense que ça demande la même rigueur et les mêmes singularités qui ont déjà été évoquées. Je voudrais rebondir sur 2 points, parce que j'ai vu dans les questions et réponses qu'il y avait aussi des confrères et consoeurs à Goma, par exemple, et l'idée, c'est de partager aussi des trucs et astuces. Je rebondis sur le point de Caroline, sur réussir à penser comme un enfant, reprendre leur curiosité, se mettre dans ses chaussures. Moi, dans mon bureau, en fait, de rédactrice en chef, j'ai une toise. Et parfois, en fait, je me mets à la hauteur d'un enfant. Donc, je m'abaisse comme ça, hop, 1m10, 1m20, etc., pour me remettre en fait vraiment bien sur qu'est-ce qu'ils voient à leur hauteur en fait. Et j'ai aussi des contenus dans mon bureau qui sont affichés à hauteur d'enfants entre 1 an et 5 ans, parce qu'on publie aussi des magazines pour eux. Donc, c'était une première astuce que je voulais partager pour ceux qui le souhaitent. Et puis, la deuxième, par rapport à ce que disait Catherine sur les chiffres. Effectivement, les enfants, comme les adultes, en fait, ils ont besoin d'informations factuelles, chiffrées, sourcées. Simplement, pour les enfants, en fait, c'est très difficile d'avoir un référentiel pour eux. 1 million, 1000, 1 milliard, dans la tête d'un enfant, de toute façon, c'est beaucoup. Donc, nous, on fait quelque chose de très basique. On traduit les chiffres en éléments concrets. Donc, des poids, on dit ça fait 5 éléphants, 4 voitures, 2 gros camions, par exemple. Et puis, les hauteurs, on traduit ça en nombre d'étages. Donc voilà, je voulais juste partager ces 2 petites astuces avant de me présenter. Donc, je suis Laure Blédou, je suis la directrice éditoriale et la rédactrice en chef de 2 magazines pour enfants qui sortent tous les mois pour les plus grands et puis tous les 2 mois pour les plus petits. Donc, un qui s'appelle Planète J'aime lire. Je ne sais pas si par hasard on peut afficher la présentation, comme ça on peut voir ce à quoi ça ressemble. Et c'est celui-là. Non, c'est celui-là dont je vais plus parler aujourd'hui. Donc, Planète J'aime lire, nous, il faut qu'on soit bien clair sur la proposition éditoriale. C'est plutôt un magazine de lecture qui s'appuie aussi sur l'actualité. Donc, ça n'est pas un journal comme ceux qui ont été présentés, mais c'est vraiment un magazine qui est là pour donner le goût de la lecture aux enfants. Mais l'idée, en fait, pour nous, c'est de ne pas déconnecter cet apprentissage de la lecture et le goût qu'on veut en donner, le plaisir qu'on veut en donner, mais bien de le lier avec notre continent, la réalité de ce que les enfants vivent tous les jours, ce qui se passe dans le monde. Et c'est comme ça que le projet est né. Et donc, en plus d'offrir chaque mois une histoire fiction aux enfants, on propose aussi une double page un peu exposée, si on peut dire ça comme ça, qui s'appelle « Et en vrai », dans laquelle on revient sur des sujets de fond. Donc, j'ai donné des exemples dans la présentation, mais je vais l'expliquer à l'oral parce que là, je crois que ça ne s'affiche pas trop. On peut parler de la maltraitance, on peut parler de la crise climatique, on peut parler des questions migratoires, enfin vraiment 1001 sujets, y compris des sujets très lourds, très difficiles, peuvent être abordés dans nos magazines qui sont, j'insiste, des magazines de lecture. Pour en revenir peut-être aux spécificités du journalisme pour les enfants,
Moi, ici, sur le continent, je travaille avec une rédaction composée donc de journalistes qui n'ont eux-mêmes pas lu des journaux pour les enfants quand ils étaient petits. Donc, en fait, on a développé une presse jeunesse ici en Côte d'Ivoire qui n'existait pas. Donc, tous les jours, je les forme sur les types de presse jeunesse qui existent dans le monde. Donc, j'ai pris des notes pendant la présentation d'Araline parce que je ne connaissais pas tout. Donc, ça m'a donné aussi d'autres idées. Je voudrais dire que nous, on travaille beaucoup sur les différents formats possibles et les différents canaux. Donc, d'autres l'ont évoqué. Waouh, par exemple, c'est une application. Nous, on a donc le magazine qui existe en print, qui est très important pour les enfants pour matérialiser les choses. On a aussi des formats vidéo et on a aussi des formats présentiels. Tout à l'heure, Araline évoquait l'importance en fait, de travailler avec les enseignants et les écoles. Nous, on met ça en œuvre de façon concrète. On a 150 écoles partenaires, par exemple, à Abidjan et dans la grande région d'Abidjan, et on organise des ateliers dans les écoles. Donc, quand on fait quelque chose sur la maltraitance, on organise une rencontre, par exemple, avec une ONG qui recueille des enfants des rues à Abidjan, qui s'appelle Cabo Equiva, et on fait comme ça, en fait, des ateliers dans les écoles pour aller à la rencontre des enfants et pour leur expliquer, leur faire rencontrer, en fait, des témoins, des témoignages, etc. Donc, ça, c'est sur les différents canaux, donc print, du online et puis du présentiel, de l'événementiel. Et puis sur les différents formats, ça peut peut-être paraître anecdotique, peut-être que d'autres consoeurs le font aussi dans leurs médias. Pour nous, les formats, c'est d'explorer tous les genres journalistiques. Donc, je le dis souvent quand je recrute des stagiaires ou quand je présente mon travail ici en Côte d'Ivoire ou au Mali, au Sénégal où on rayonne. Écrire une blague, c'est aussi une forme journalistique. Et donc, on a des réunions où on conçoit des jeux et on a déjà, par exemple, utilisé les charades. Donc là, on n'a pas la présentation, mais voilà. Par exemple, pour parler de la maltraitance, on a déjà fait des rébus et des charades sur la maltraitance. Parce que ce qui fonctionne beaucoup, nous, on s'appuie beaucoup sur les recherches pédagogiques, scientifiques, sur comment faire passer l'information aux enfants. C'est la répétition. C'est classique, mais il faut répéter les choses. Et puis, c'est ce qu'on appelle la réactivation. Donc, c'est faire en sorte que l'idée de l'information vienne de l'enfant pour ensuite aller plus loin sur ce qu'on veut lui transmettre. Donc, déjà, devine tel mot, donc avec un rébut, devine le mot, par exemple, maltraitance. Et à partir de cette devinette qui est venue de ton cerveau, nous, on va te proposer du contenu sur le sujet. Donc, je voulais parler de ça et puis peut-être après revenir sur l'illustration. Je ne voudrais pas être trop long parce que je voudrais que tout le monde puisse parler. L'illustration, le visuel est très, très, très important. Et nous, tous nos visuels dans nos magazines font l'objet d'un brief. Si on demande à un illustrateur d'illustrer un article, on lui dit exactement ce qu'il doit représenter, comment et pourquoi. C'est vraiment un travail journalistique de faire une commande de visuel à un illustrateur. Voilà, peut-être que je finirai là-dessus parce que je pense que le visuel, vraiment, c'est quelque chose de très important pour nos jeunes lecteurs. Il y a une question dans la boîte de chat de quelqu'un, d'un participant qui demande pour le journal des enfants, entre l'écriture et les illustrations, qu'est-ce qui est le plus difficile pour la rédaction? Je dirais que c'est quand même l'écriture, parce que le challenge d'explorer un sujet compliqué avec un nombre de signes très réduit, c'est ça qui est le plus problématique. L'illustration peut aussi parfois effectivement être un challenge, notamment quand une catastrophe se déroule, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, c'est vrai qu'on va plutôt partir sur une situation de sauvetage. Voilà une photo qui va montrer quelqu'un en train d'aider quelqu'un d'autre, c'est la solidarité dont on parlait tout à l'heure. On va essayer d'éviter, de toute façon, jamais de la vie on montrera quelque chose qui puisse se révéler effrayant. Mais le challenge principal, ça reste vraiment l'écriture. Nous avons plusieurs questions qui nous viennent des participants qui nous suivent, mais avant de prendre chacune d'elles, nous allons écouter Madame Lamia Rassi. J'ai effectivement reçu le document, mais je ne sais pas pourquoi mon ordinateur n'arrive pas à le télécharger. C'est si lent chez moi. Araline, est-ce qu'il y a une chance que ça marche chez toi? C'est bon. Araline, c'est parfait chez Araline. Oui, je suis Bon, parfait, merci. Quelle histoire de technologie. Ok, c'est génial, c'est parfait. Merci, Araline. Ok, donc juste dire voilà, donc c'est
Ok, même si c'est l'ancienne version, je l'ai un peu améliorée, mais bon, c'est pas grave. En fait, voilà, donc depuis 2010, ma partenaire et moi, qui était elle fondatrice d'un quotidien politique et moi fondatrice d'une école, avons décidé justement de joindre nos deux forces et de créer et de contacter le petit quotidien et donc de prendre les royalties du journal du petit quotidien en arabe. Donc depuis 2010, on a démarré grâce à François et au Qatar avec le petit quotidien qui s'appelle Kulyoum. Kulyoum, c'est tous les jours entre le Qatar et le Liban. Nous avons donc commencé au Qatar et bien sûr, encore plus, je ne vais pas parler d'autocensure, mais c'était vraiment un effort qu'on faisait sur nous pour choisir nos mots, pour raccourcir nos phrases, parce que je ne sais pas si l'un de vous ou l'une de vous est familière avec l'arabe, mais en arabe, on a tendance à agrandir nos phrases, faire des poèmes, et surtout que en arabe, les contenus qu'on trouve partout sur le net ont très peu souvent à voir avec quelque chose qui est scientifique, cool, intéressant. C'est toujours, surtout quand on s'adresse aux enfants, c'est soit des poèmes, soit des histoires qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils lisent en français et en anglais. Et d'où aussi la nécessité à ce moment-là que nous avons trouvé de nous adresser si vous voulez, à l'intelligence de ces jeunes enfants qui sont demandeurs. Il y a une autre chose aussi qui se passe dans la culture un peu méditerranéenne, arabe, c'est qu'on a tendance, nous adultes, à parler de sujets des fois très graves avec des enfants qui écoutent et quand ils posent des questions, on leur dit c'est un sujet qui n'est pas vraiment pour toi, ne t'occupe pas de ça, c'est trop grave. Et donc ça, c'était aussi un des moments où on a vraiment senti le besoin en tant qu'éducatrice et journaliste de nous adresser à ces jeunes enfants. Et en 2018, nous avons commencé un chaînage qui est un site multimédia qui s'appelle Yomcom et qui s'adresse aux 13 ans et plus, qui est bilingue en français et en arabe. Et là, c'est un peu plus d'opinion, c'est aussi plus d'infographie. Enfin, Kulyoum, vous connaissez le petit quotidien, c'est une infographie. Donc, on peut passer à c'est comme c'est l'ancienne version, je vais essayer de faire avec. Celle-là, je l'ai supprimée, je pense que ce n'est pas une... Tu peux, s'il te plaît, Araline? Ouais. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est très difficile pour nous, Libanais d'abord, Arabes surtout, de parler de choses sympas, drôles et intéressantes. Donc, c'est un effort encore plus qu'on se fait sur nous pour aborder des sujets qui sont de solutions ou qui sont intéressants. Donc, le Liban, depuis 2018, vit des séries noires de crise financière, d'explosion du 4 août. Il y a 1,5 million de réfugiés, le Covid, le choléra, zéro courant électrique, je vous épargne tout ça. Donc, bref, tout ne marche plus. Mais l'équipe de Kulyoum et de Yomcom se fait justement une force de tous les jours où Yomcom, c'est plus une fois par semaine et Kulyoum aussi. Donc, de parler de sujets ou de thèmes qui sont sur la crise financière, mais qui vont aller trouver une solution ou quelqu'un qui a trouvé une solution. Disons, on peut passer à Araline, s'il te plaît. Voilà. Donc, là, désolée, je suis un peu... donc là, c'est la situation depuis aussi la crise financière. Nous avons changé un peu notre business model du journal qui était dans les écoles privées.
une fois par semaine sur abonnement. Depuis que la crise au Liban a heurté et que de la livre libanaise qui était à 1500, le dollar à 1500 livres est devenu à 40 000 livres, je vous épargne le fait que la première chose que les écoles et que les parents arrêtent, c'est en fait ce qu'ils considèrent être une non-nécessité comme manger, boire, trouver le générateur. Donc le média Kelium a contacté des donateurs et nous avons pu finalement, et c'était un rêve depuis longtemps, ma cofondatrice et moi, d'intégrer les écoles publiques. Et en intégrant les écoles publiques au Liban, les écoles accueillent l'après-midi les réfugiés syriens. Donc, nous distribuons le journal aujourd'hui à 3500 lecteurs libanais et syriens l'après-midi. Et dans la façon de faire l'info, nous avons décidé de réduire l'écart entre les deux communautés. Donc aussi en choisissant nos mots très méticuleusement, parce que comme la plupart des pays, les locaux voient les réfugiés un peu comme un danger, un peu comme une compétition, et donc il y a beaucoup d'inimité qui se crée entre les deux communautés. Et nous, avec le journal, on a décidé justement de leur parler d'actualités qui concernent les deux et qui rapprochent les communautés, qui leur montrent ce qu'elles ont en commun, que ce soit la langue, la culture, l'histoire, la géographie, des réussites communes et qui justement réduit la peur et réduit les stéréotypes. Merci. Ouais, s'il te plaît. Donc voilà, on essaye de trouver des success stories aux deux. Là, à gauche, il y a un médecin libanais qui est immigrant en Amérique et qui est gagnant du prix Nobel des sciences. Et ça donne de l'espoir, ça inspire les jeunes qui sont immigrants quelque part et qui sentent qu'ils sont détachés de là où ils sont et qui ne pourront pas réussir. À droite, il y a une jeune fille de 11 ans, une jeune Syrienne, qui, quand elle a vu que dans son village, l'école avait fermé, a décidé d'ouvrir, et qui, elle, continue à aller à une école un peu plus loin, d'ouvrir l'après-midi sa tente à ces quelques jeunes enfants pour leur apprendre à lire, à écrire, à compter. Ce qu'elle apprend le matin, elle le reproduit le soir dans sa tente de camp de réfugiés. Donc, c'est le genre de nouvelles que nous essayons de tout le temps mettre en valeur, ce qui montre qu'en fait, on est en train de parler d'enfants qui sont sans école, mais d'une réussite quelque part, ou d'une enfant de 11 ans qui a pu quand même surmonter cela en se disant qu'elle pouvait faire la différence. Sur Yomcom aussi, tout genre d'informations, mais là, c'est vidéos, petits articles de 400-500 mots, infographies, et voilà, donc on va parler de Covid, mais de ses conséquences en violence domestique, mais aussi en choisissant nos mots. On va prendre des témoignages de confinement des quartiers pauvres, donner des solutions pour ne pas se sentir que la journée s'arrête à chaque coupure d'électricité, parce qu'on n'a qu'1 heure de courant par jour ces jours-ci. Et pour le Covid, en parler, mais aussi parler des bénéfices climatiques qui ont abouti après toutes ces fermetures d'usines et de grandes sociétés. On peut avancer. Araline, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, Yomcom va parler un peu de tout ce qui peut concerner un ado, parce qu'un ado, c'est tout. Il a envie de savoir ce qui se passe en politique, en environnement, sur TikTok, aux élections, de psychologie, de tout. Et donc là, à chaque article, nous allons tout le temps associer une science. Une science, que ce soit la loi derrière le sujet dont on parle,
ou que ce soit de la psychologie, que ce soit un médecin, un témoignage qui va revenir à chaque fois poser le problème d'une façon scientifique et qui va un peu rapprocher de la désinformation à laquelle ils sont sujets tous les jours sur les réseaux sociaux. Voilà, je suis désolée, c'est pas long. Voilà, ça c'est le sujet à droite. Il y a eu 84 morts en avril de 2022 dans un bateau qui voulait partir vers l'Europe du Liban. C'était un grand drame. On en parle. On demande aux enfants de le lire avec leurs parents parce que ça peut être assez difficile si l'un d'eux a aussi même vécu ça de plus près. On parle, et c'était en fait, quand on a demandé à la fin de l'année aux lecteurs quel était le sujet préféré, c'était celui-là. Et c'est très fort parce que peut-être qu'ils ont entendu parler de ce sujet, mais qu'ils n'ont pas pu en parler avec des adultes. Et le fait que nous, on en parle dans Culium, ça les a rassurés que ça existait, qu'un média pouvait en parler d'une façon plus scientifique de l'immigration illégale. Nous avons sur Yomcom parlé du 4 août, bien sûr, de l'explosion qui était... vous avez certainement vécu cela avec nous, mais en fait, les jeunes ados sont descendus dans les rues et ont nettoyé les rues avec les locataires qui ont été le plus atteints par la bombe. Nous avons recueilli leurs témoignages et filmé leur exploit. Donc, voilà, c'est surtout être là, se mettre dans les pieds des ados et se dire quels sont les sujets qui les touchent le plus et comment en parler pour leur amener quelque chose de supplémentaire à ce que eux déjà voient et lisent sur les réseaux sociaux parce que c'est là que toute l'information leur arrive. Aline, c'est la dernière. Voilà. Donc, merci, je m'arrête là. Et juste une chose encore, sur Yomcom, il y a une rubrique qui s'appelle Yomik Yomak et c'est une rubrique où les jeunes peuvent s'abonner et écrire eux-mêmes leurs propres articles. L'article nous arrive, on le lit et on vérifie qu'il n'y a rien de non publiable, mais sinon on le publie tel quel. Des fois, on écrit aux lecteurs et on leur dit voilà, on a modifié ça parce que il vaut mieux dire les choses autrement et formuler les choses pour être lu et non pas controversé. Donc voilà. Merci infiniment, Madame Rassi. Dites-nous, par rapport à la situation actuelle du Liban, comment vous expliquez la crise financière aux enfants? Elle est très difficile à expliquer parce qu'elle change à vue d'œil. Mais on l'a expliqué dans une vidéo où on est revenu à 1994 et que les décisions du gouvernement étaient de changer le business model du pays qui était productif, qui est devenu plutôt qui dépendait des intérêts des banques. Et quand les banques ont eu des problèmes, tout le pays est rentré dans ces problèmes. À force aussi, en essayant de leur expliquer que le pays s'est endetté beaucoup plus qu'il ne produisait. Donc voilà, on a choisi nos mots, mais on est revenu assez loin et on a expliqué scientifiquement comment un pays peut, sans les inquiéter, parce que aussi en montrant avec des chiffres comment le pays pouvait à des moments, parce que le Liban depuis 94, même depuis 75, a eu des hauts très très hauts et des bas très très bas, et on a toujours pu nous relever parce que l'humain, en expliquant justement cela pour les rassurer qu'à tout moment, le pays peut se relever, mais que voilà la situation aujourd'hui, comment elle est à cause de la corruption, des mauvaises décisions
les séries noires qui frappent le pays. Merci encore à tous les panélistes. Nous avons reçu énormément de questions de ceux et celles qui nous suivent. Vous l'aurez contacté dans le Q&A, dans la boîte de discussion. Je vais prendre quelques-unes de ces questions, sinon toutes les questions. La première, à l'une d'entre vous qui se sont plus à l'aise avec la question peut répondre. Comment trouvez-vous des idées originales pour intéresser les enfants et des sujets sérieux, quand on sait que ces derniers peuvent avoir une concentration difficile à maintenir sur la durée? La question, c'est comment vous trouvez des idées originales pour intéresser les enfants ou des sujets sérieux? Psychologue. Je me permets, je prends la parole. On essaye vraiment d'avoir une approche globale d'un sujet, c'est-à-dire avoir vraiment une perspective très très large pour voir vraiment tout ce qui peut se passer à côté du sujet principal. Il y a des sujets dans l'actualité qui s'imposent, dont on entend beaucoup parler, donc là effectivement c'est notre devoir, on est là pour ça, il faut qu'on les explique. Après, à nous effectivement de choisir le format. Est-ce qu'on va faire une interview? Est-ce qu'on va faire une infographie? On essaye de trouver le format qui sera le plus attractif pour l'enfant. Mais ensuite, effectivement, c'est comme je vous disais, par exemple, pour le Covid, les animaux, ça c'est un angle d'entrée voilà, formidable pour les enfants si vous voulez attirer leur attention, parce qu'ils sont très sensibles. Donc c'est vrai qu'on essaye, voilà, par des expériences, par des faits, des angles qui peuvent parfois sembler anecdotiques, mais qui veulent dire beaucoup. On essaye voilà, de creuser à droite à gauche, et puis quand on présente un sport, eh bien, on va aussi aller beaucoup du côté des sports pour les personnes handicapées, ou de sports un petit peu originaux, inspirés de jeux que les enfants pourraient faire. On essaye vraiment d'avoir un grand horizon, et on a une journaliste qui est très très forte pour ça, qui sait repérer tous les sujets. Voilà, c'est précieux dans sa rédaction d'avoir quelqu'un comme ça. Madame Laure. Ouais, je veux bien rebondir. Nous aussi, on a des journalistes avec des spécialités comme ça. Certains sont super forts en titre, d'autres en angle. Je voudrais revenir un peu sur la méthode qu'on essaye de mettre en place. Pour trouver des angles à la fois originaux et qui parlent aux enfants, en fait, on essaye de beaucoup discuter avec des enfants. Donc, on part de questions d'enfants. Donc, on pratique des petits groupes d'études, etc. avec eux. On profite beaucoup des vacances scolaires, d'ailleurs, pour organiser des ateliers ici à Abidjan. On passe pas mal par les réseaux sociaux aussi pour faire remonter des questions via les parents. Donc ça nous sert pour établir la question. Et après aussi, je voudrais revenir sur quelque chose. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres rédactions. Nous, on pratique, on a donné un grand mot comme ça pour faire un peu start-up, mais c'est rien de révolutionnaire. On fait aussi beaucoup des bêta-testing. Donc, une fois qu'on a rédigé des contenus, donc j'insiste parce que nous, on est dans des formats mensuels, hein, donc c'est aussi peut-être plus facile à mettre en place que dans de l'hebdomadaire ou des quotidiens. En fait, on fait lire des premières versions à des enfants lecteurs. Donc des groupes de bêta-testing. On peut profiter d'une activité. Par exemple, on va dans une EPP, donc c'est le nom d'une école publique ici en Côte d'Ivoire, donc des écoles publiques en Côte d'Ivoire. Donc si on va dans une EPP pour réaliser un atelier de lecture, on en profite pour partir avec certains de nos contenus et on fait un petit groupe d'enfants là et on patiente et on leur lit les contenus et on essaye de voir ce qui fonctionne, ce qui les intéresse, ce qui les questionne encore, etc. Donc ça, on pratique beaucoup ça, partir de questions d'enfants et bêta-tester ensuite les contenus qu'on veut publier. Une question pour Madame Catherine Ball. Est-ce que comment arrivez-vous à identifier l'âge de l'enfant? Est-ce que les enfants, lorsque vous produisez des contenus, par exemple, vous dites, bon, ça, ces informations s'adressent à des enfants de 0 à 5 ans, de 5 à 7 ans, à 10 ans. Comment vous arrivez parce que la façon dont un enfant, par exemple, de 8 ans perçoit l'information est différente de quelqu'un qui a peut-être 5 ou 6 ans, mais comment vous arrivez à naviguer entre ces écarts? En fait, nous, on s'adresse aux enfants de 8 à 12 ans. Alors, il y a déjà une grande différence entre les enfants eux-mêmes, hein, à un âge donné, mais à 8 ans et à 12 ans, voilà, je trouve que c'est déjà une fourchette assez large. Mais on veut vraiment cibler les enfants pré-ados, je dirais,
à l'âge où il découvre le monde et où il s'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Et donc, on va vraiment écrire pour cette catégorie-là, pour cette tranche d'âge d'enfants. Madame Araline, il y a une question dans ce sens pour vous. À quel âge un enfant peut commencer à parler à la radio? De par votre expérience, lequel des défis est difficile à surmonter pour faire entendre les enfants à l'antenne? La journaliste qui pose cette question dit ceci. Je suis Daniel Makassi depuis Gaumont, dans la province du Nord Kivu, en RDC. Je suis journaliste et podcasteur, initiateur de la campagne Watoto Radio qui promeut l'accès des enfants à la radio. Donc, elle veut savoir, elle dit, je reçois plusieurs fois des questions du genre, à quel âge un enfant peut commencer à parler à la radio, et de par votre expérience, Madame Dr. McMahon, lequel des défis est difficile à surmonter pour faire entendre les enfants à l'antenne? Avant de dire ça, j'aimerais commenter sur ce que Catherine a dit, puisque cet âge-là, le 8 à 12, c'est classique et je vois que tous les éditeurs qui sont d'accord. En fait, on peut aller même plus loin. Il y en a qui réduisent la taille de 6 à 8, 8 à 10 et 12 et 12 à 13. Donc, on peut même réduire ça un peu. Je connais une expérience en Ouganda où on a invité les enfants sur la radio, mais je cède la place aux panélistes puisque je crois qu'il faut protéger l'identité d'un enfant. Donc, le radio, c'est plus sûr que la télévision, par exemple, ou la vidéo. Mais qu'est-ce que vos enfants pensez, les filles? Oui, c'est vrai que derrière la radio, surtout si c'est des sujets sensibles, les protéger, c'est souvent, nous, on essaye de faire des micro-trottoirs avec des jeunes et ils n'ont pas envie. Donc souvent, on les prend en podcast parce que c'est plus facile pour eux. Ils nous envoient des fois des WhatsApp en voice de leur témoignages. C'est ceux qui sont le moins conscients, qui vont moins conscients de ce problème de property rights ou de se montrer et de ce que ça peut être. Ceux qui sont moins dans des ambiances d'école de bullying, il y a un problème de bullying maintenant avec l'image des enfants. Donc ceux-là vont peut-être se mettre en vidéo et ne pas s'inquiéter, mais c'est vrai que radio, podcast, WhatsApp, Voice, les enfants sont beaucoup plus à l'aise à nous donner leur avis comme ça. Moi, si je peux me permettre de compléter ce que disait Lamia, globalement, j'ai un petit peu l'impression qu'avec les enfants, entre guillemets, tout est possible à tout âge, du moment qu'ils sont bien préparés. Donc, je n'ai pas de réponse précise sur à quel âge on peut commencer à faire de la radio, mais en gros, nous, on travaille avec des enfants à partir de 5 ans parce que dans le système ivoirien, malien, sénégalais, etc., globalement, c'est l'âge à partir duquel ils apprennent à lire. C'est l'équivalent de la grande section dans les systèmes français. Et c'est là où ils commencent à apprendre à lire. En fait, avec les enfants de 5 ans, j'ai déjà fait des ateliers sur comment on fabrique un magazine. J'ai déjà fait des ateliers dans le cadre de la semaine de la presse. Là, ce que ça demande, c'est vraiment que l'enseignant en amont fasse bien préparer à l'enfant la rencontre, qu'il puisse poser des questions à sa hauteur d'enfant et que nous, bien sûr, après, on ait le langage adapté. Donc, voilà, c'est peut-être le petit partage que je peux faire. Et je me permets de compléter de ce qui se fait en France. Il y a une émission qui s'appelle France Info Junior qui fait intervenir des enfants et effectivement, comme tu le disais, c'est préparé en amont. Les enfants préparent des questions et leurs questions sont souvent extrêmement pertinentes parce que voilà, voir le monde avec des yeux d'enfant, c'est beaucoup plus intéressant qu'avec des yeux d'adultes. Et ils interrogent des spécialistes et je pense que l'enfant dans la radio sera beaucoup plus à l'aise dans ce rôle-là que dans le rôle d'un intervenant ou alors où lui-même va présenter un sujet.
parce que l'élocution n'est pas une chose forcément toujours aisée quand on est jeune, qu'on a forcément déjà acquise. Ils sont peut-être pas forcément à l'aise. Je dis pas qu'ils peuvent pas le faire, mais effectivement, ça demande quand même d'avoir un certain âge et une certaine aisance. Donc, à partir de 10 ans pour les plus développés, on va dire, d'entre eux, les plus avancés d'entre eux. Mais déjà, travailler rien que sur des sujets avec des enfants qui posent des questions en radio, à mon avis, ça doit être assez passionnant. Pour des participants et des participantes qui nous suivent et qui voudraient peut-être aller sur de cette section lancer un média pour enfants, quelle est la chose importante qu'ils doivent garder en tête? Bah, je sais pas, je peux peut-être me lancer. Je rebondis sur l'expérience que partageait Lamia sur le changement un petit peu de business model qu'ils ont fait en commençant à travailler avec des donateurs. Je crois que comme pour tous les médias aujourd'hui, il faut beaucoup de flexibilité, enfant ou pas, parce qu'aujourd'hui, le business model pour qu'un média puisse vivre, pour que les gens payent pour de l'actualité, pour la lire et y avoir accès, etc., c'est énormément de travail. Donc, moi, je parlerais de flexibilité. Je dirais que c'est valable pour tous les médias, enfants ou pas. Et après, pour la spécificité avec les enfants, ben, en fait, il faut travailler avec ceux qui ont l'argent pour acheter ce média. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les enseignants, les écoles, les parents, les médiateurs, les bibliothécaires, qui on veut encore autour de ça, qui vont être ceux qui vont dépenser les sous, parce que ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui vont dépenser leur argent. Oui, Madame Dr. Mahmed. Votre micro est coupé. OK. J'ai une question assez directe. Est-ce qu'il y a entre vous qui ont des subventions de quelque sorte, puisque c'est utile maintenant dans tous les médias, et je crois que ça sera attirant un média pour enfants. Est-ce que vous avez réussi avec des subventions quelque part? Alors nous, pardon, excusez-moi. Oh, allez-y, je dirai après. On n'a pas effectivement de subvention pour le journal proprement, mais pour son développement, on a obtenu un soutien notamment pour, sur le site internet, développer un espace pour les enseignants dans lequel on va fournir, des ressources, notamment des ressources d'éducation aux médias, en lien avec l'actualité, en lien avec les contenus du journal des enfants. Donc là, pour cette partie spécifique, oui, mais sinon, autrement, pour la survie du journal papier, effectivement, il faut s'en remettre à son ingéniosité et à sa capacité à aller capter les personnes qui s'abonnent, les grands-parents, les parents, voilà, les bibliothécaires, voilà. Et ce subvention vient du gouvernement ou le ministre de l'Éducation, Clémy? Oui. Ou... Okay. Ministère de la Culture, oui. Oui, moi, je peux rebondir là-dessus, nous aussi, au démarrage, puisque nous, on existe depuis 3 ans seulement. On a bénéficié de subventions également du ministère de la Culture, de la région Grand Est, puisque nous sommes basés, l'entreprise est basée à Strasbourg, et aussi de la Banque publique d'investissement. Et vous avez eu aussi une subvention de European Commission, n'est-ce pas? Alors, cette année, on a répondu à un appel d'offres, oui, et on a reçu, oui, une grant de la fondation Bill et Melinda Gates. Oui. OK. Madame Rassi, après. Oui. Voilà. Nous aussi, donc en 2018, pour lancer Yomcom, on avait reçu une subvention de CFI. En fait, c'était pour numériser Kenium, le journal pour enfants. Mais comme on était convaincus qu'à cet âge-là, ils vont lire sur un papier et pas quand ils vont aller sur le numérique, ils vont plutôt se divertir. Et donc, on a choisi de faire le chaînage, donc de partir pour l'âge 13 ans et plus, et pas pour Clio. Et là, dernièrement aussi, on profite de projets que, par exemple, l'Institut français
lance qui s'appelle Grandir et agir en français pour proposer par exemple, la création d'un journal dans les villages pour connaître sa ville avec Youngcom. Donc, l'équipe va sortir un peu de sa zone de confort de journaliste et aller créer un journal avec les jeunes dans les villages, passer 8 jours dans une région éloignée, dormir là-bas, créer un journal avec les enfants, leur faire connaître leur ville et leur faire écrire leur ville. Et là aussi, c'est une subvention qu'on reçoit, mais en fait, c'est comme ça, on change un peu, on sort de notre zone de confort pour pouvoir trouver les fonds de là où on peut pour continuer à écrire sans condition ce qu'on écrit dans notre site. Est-ce qu'il y a une subvention pour le travail avec les réfugiés syriens? Oui, oui, oui. Le journal Kelium aujourd'hui est distribué en fait, il est distribué aux écoles publiques. Bon, c'était initialement un fonds pour les réfugiés, mais nous, on a un peu mis une condition qu'on voulait que ce soit distribué aussi aux locaux pour ne pas créer justement cette différence. Et l'après-midi, le même journal, donc il arrive à l'école, il y a 60 numéros par école sur 50 écoles au Liban, qui arrive le matin aux enseignants, qui le lisent le matin avec la communauté libanaise et qui le gardent pour le soir pour les réfugiés qui intègrent les écoles publiques au Liban le soir. Donc c'est des cours de soir. Et donc, voilà, c'est une subvention que depuis l'année dernière, on a et on est très heureux parce que ça nous a permis, parce que depuis longtemps, on rêve de pouvoir le distribuer dans les écoles publiques et que la condition du ministère libanais, c'est de distribuer, oui, mais gratuitement, de trouver un fonds pour le faire. Et donc, voilà, on a trouvé le fonds. Donc, c'est pas, excuse-moi, oui, mais je suis très intéressée par. C'est pas le gouvernement libanais qui soutient ça, c'est un autre fonds, un autre gouvernement qui donne des fonds. Oui, oui, c'est CODRA, c'est un mélange de l'Union européenne, de AFD. En fait, c'est un projet qui s'appelle CODRA qui est là pour la cohésion sociale et l'inclusion des réfugiés dans la vie un peu libanaise. Et donc, c'est sur ce projet-là qu'on a présenté et qu'on a gagné un fonds pour pouvoir distribuer le journal. Félicitations. Madame Blédou a la main levée depuis un moment. Non, non, mais j'écoute aussi, je découvre plein de choses. Alors, je pense qu'un petit peu comme mes consoeurs, j'essaye de regarder un petit peu les fonds. Je voudrais quand même rebondir sur telle qu'était formulée votre question. Vous disiez avoir des subventions éventuellement pour lancer un média. D'abord, je voudrais dire que souvent, les fonds sont accordés à des médias qui existent déjà. Donc, bon, après, il y a peut-être des spécificités en Europe, hein, mais sur le continent, généralement, en gros, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir déjà fait nos preuves. Donc, je pense que c'est un peu difficile de s'appuyer là-dessus pour pouvoir lancer un média. Et l'autre chose que je voudrais partager, je fais vraiment que du partage d'expérience parce que je n'ai pas vécu cette période. Vous avez peut-être connu vous-même le magazine Planète Jeune, qui était un magazine qui était très subventionné. Et ce qui est chouette avec les subventions, c'est quand elles tombent. Et puis quand elles s'arrêtent, s'il n'y a pas d'autre business model derrière pour le média, le média, il s'arrête. Et donc, je ne l'ai pas connu personnellement, mais mon magazine à moi, qui s'appelle donc Planète J'aime lire et qui s'adresse aux plus petits aujourd'hui, c'est la suite de cette aventure Planète Jeune qui n'a pas pu continuer le jour où il n'y a plus de financement de l'OIF, qu'il n'y en a plus des ministères du Plan, qu'il n'y en a plus de différentes organisations. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on essaye plutôt aussi en parallèle, hein, encore une fois, si j'obtenais des fonds pour faire certaines choses, je serais très contente, mais en parallèle, d'essayer de faire en sorte que les parents achètent le magazine pour leur enfant, en se disant que c'est aussi un investissement pour leur éducation, pour leur épanouissement, etc. Et notre petit moyen de s'adresser à des populations qui, elles, n'auraient pas le moyen de s'abonner, c'est par des systèmes de parrainage, mais si j'ai bien compris, qui rejoignent peut-être un peu ce qu'expliquait Lamia, en se disant que des écoles plus nanties ou des donateurs privés peuvent avoir envie d'abonner des orphelinats, des régions en difficulté, etc. J'ai envie de vous poser cette question. Qu'est-ce qui est plus difficile dans l'actualité pour enfants? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au-delà de la question du financement?
Qu'est-ce qui est plus difficile dans la créativité pour enfants? C'est une question que je pose à tous les panélistes. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, vous, lorsque vous vous lancez dans cette aventure d'offrir de l'information aux enfants? Je peux commencer ça en général. Je vais... Allez-y. Pour nous, au Liban, le plus difficile, c'est de se lever et le lendemain de tout ce qui nous arrive et de trouver un sujet pas désagréable à écrire. Ça, c'est très difficile parce que nous, on se veut journaliste de solution, on se veut journaliste positif, mais des fois, nous-mêmes, humains, parce qu'on est aussi, on vit tout ça autant que nos jeunes, on le vit même plus parce qu'on est responsable d'eux. C'est difficile de l'écrire et de le... Mais sinon, un des sujets aussi qui nous a pris au moins une semaine pour qu'on se décide même un peu plus de l'écrire, qui avait partagé le pays un peu en deux, c'était la révolution de 2008, et à cause d'une taxe sur le WhatsApp. Et donc, le pays est descendu dans les rues. Et donc, on s'est dit, on écrit. Bon, il y avait quand même une bonne partie du pays qui était contre cette révolution. Donc, le temps d'écrire et comment l'écrire pour ne pas vexer cette partie qui nous lie aussi et pour dire les choses telles quelles. Et en fait, on a reçu un coup de fil d'une école quand on l'a juste, c'était des faits, quoi. On a dit, voilà, 1, 2, 3, c'est ce qui s'est passé et pourquoi on paye nos taxes, voilà. Une école nous a appelés pour nous dire, je vous remercie, ça fait depuis le début de la Révolution que je me demande comment je vais aborder ce sujet avec les élèves. Et la solution, et c'était assez satisfaisant après la semaine de débat dans le bureau ici pour l'écrire. De notre côté, ce qui est parfois délicat, c'est d'être considérés comme des vrais journalistes par les journalistes qui écrivent pour les adultes, voilà, qui ont tendance à se dire qu'on s'amuse en fait, hein, on fait des sujets rigolos, on écrit des petits articles courts, c'est sympathique, voilà. Que leur répondez-vous, Madame Geithner? Qu'est-ce que je leur réponds? Je les mets au défi sur un sujet précis de me fournir un article voilà, d'ici ce soir en temps de signe. Et généralement, ça les calme. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que dans le groupe de presse auquel j'appartiens, qui est un groupe qui regroupe en fait des titres de presse quotidienne régionale, donc pour adultes, nous, on est un petit peu le petit pousset. Et aujourd'hui, vraiment, le grand combat est de faire reconnaître le journal des enfants comme un journal à part entière, c'est-à-dire que les journalistes qui y travaillent font exactement le même travail que les journalistes des titres pour adultes. Elles font des reportages, elles font des analyses, elles vont sur le terrain leur travail est bien plus complexe que d'écrire simplement court. Donc ça, c'est vraiment un des challenges, c'est d'avoir de la considération pour la presse jeunesse. C'est pas tous les jours gagné, mais je dirais qu'on progresse parce qu'on se rend compte que les journaux des grands nous copient de plus en plus. Donc c'est la plus belle des victoires. Madame Bledou, avant de donner la parole au docteur. J'ose pas prendre la parole avant à Raline quand même, mais non. D'accord, ok, donc on donne la parole à Raline d'abord. Ouais. Oh, il faut que je parle? Ok. Je serai rapide. J'ai une idée pour une étude pour toutes vos rédactions, qui sont liées à de faire, surtout pour toi, Caroline, faire une étude sur la confiance que les enfants dans les actualités qu'on produise dans le journal des enfants, et puis comparer ça aux confiances que les adultes ont dans le journalisme en général. Et je vous assure que les jeunes ont beaucoup confiance en vous et leurs parents aussi que dans les médias classiques. Deuxième chose, et puis je me tais, je crois qu'un gros problème en général pour tout le journalisme, si inclut l'enfant, c'est une méfiance vers le journalisme qui fait partie de trop des nouveaux éducations médias.
France a une chance puisque c'est très fort en éducation. Pourquoi on a des médias, pourquoi on a la liberté d'expression et tout ça. Mais surtout dans d'autres pays, je vois le media literacy commence avec on ne peut pas avoir confiance en rien. Et c'est utile de savoir ça, mais il n'y a pas à côté un apprentissage de pourquoi il y a le journalisme et à quoi ça sert. Donc, OK, je me tais, c'est bon. Alors à vous, Madame Lédou. J'en profiterai pour rebondir sur les propos d'Araline en même temps. Pour rebondir sur ce que disait Caroline, je crois que globalement, dans nos sociétés, tout ce qui s'adresse aux tout petits ou aux plus petits est souvent déconsidéré. Donc, c'est comme être instituteur en maternelle versus professeur à l'université. Il y aura toujours ce système de catégorisation, etc. Donc, nous, on le dit aussi complètement, ce que vous expliquez sur le fait que vous n'êtes pas des vrais journalistes, c'est pour les enfants, etc. Donc, je voulais quand même rebondir sur ce point. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Araline sur la confiance, en fait, moi, je pense que cette confiance, en fait, elle se construit aussi à plusieurs. Et donc, je reviendrai sur l'importance de fonctionner avec les parties prenantes. Nous, aujourd'hui, finalement, ce qui est le plus difficile dans notre... Enfin, ce n'est pas le plus difficile, mais je voudrais illustrer par un exemple de difficulté qui peut paraître paradoxal. C'est qu'en fait, nous, aujourd'hui, on est extrêmement sollicités par les écoles. En fait, les écoles sont en quête d'animation, d'experts qui viennent sur le terrain. Alors, je ne vous parle pas, par exemple, la semaine de la presse qui a lieu donc partout dans le monde au mois de mars. Nous, on est obligé de refuser certaines demandes d'intervention. En Côte d'Ivoire, on a déjà eu des demandes d'intervention au Sénégal, mais comme nos bureaux ne sont pas au Sénégal, déjà par principe, malheureusement, le Sénégal, pour l'instant, on n'a pas pu le couvrir. Et sur la Côte d'Ivoire, en fait, on a trop de demandes. J'ai l'impression, en fait, que... et j'espère que ça va nous donner de l'espoir à tous. En fait, les enfants, les enseignants, les écoles ont besoin des journaux pour les enfants et qu'on n'est pas assez staffé en fait pour pouvoir y répondre. Et que peut-être qu'il y a des choses à partager avec le numérique. Maintenant, le système de webinaire, il y a sûrement des choses à faire. Mais par exemple, nous, dans notre environnement, qui est un peu proche quelque part de certaines réalités que vit Lamia, en fait, il n'y a pas du numérique partout. Donc, le webinaire, ce n'est pas tout à fait une bonne réponse pour tout le monde. Mais en tout cas, voilà, difficulté aujourd'hui, c'est aussi comment faire face à la demande de présentiel, de formation, de présentiel, d'ateliers. Pour les webinaires, il faut aussi s'assurer que les enfants aient accès à des ordinateurs et que les parents aussi sont derrière pour la connexion Internet, qui est aussi un grand défi peut-être dans certains pays africains. Mais nous avons une autre question d'un participant qui demande comment être autonome pour assurer la survie d'un tel travail pour les enfants, même si les subventions ne viennent pas, c'est-à-dire si les subventions sont coupées, comment le média arrive à assurer sa survie au-delà des subventions. Peut-être est-ce qu'il y a un business model qui marche où les médias pour enfants sont aussi en perpétuelle recherche d'un business model qui soit viable? Ou est-ce qu'il y a une expérience qui marche quelque part que vous pourrez partager avec ce confrère qui pose la question? Du côté du Journal des enfants, effectivement, on a la chance aujourd'hui d'appartenir à un grand groupe de presse, donc on a des grands frères qui nous aident. Mais effectivement, la quête de nouveaux lecteurs, elle est perpétuelle parce que ils grandissent. Ils grandissent, donc ils passent à autre chose. Voilà, ils ont 12 ans, ils sont des grands, ils nous disent au revoir. Et puis, il faut aller rechercher perpétuellement des nouveaux lecteurs, réintéresser des écoles, vraiment essayer la prospection est constante là-dessus. Et ensuite, il faut vraiment avoir de l'imagination pour construire aussi des modèles économiques qui soient un petit peu différents. Je sais qu'il y a des journaux qui ont été lancés par d'autres titres, des journaux pour les enfants, qui reposaient sur le partenariat un financier principal, en fait, qui donnait une enveloppe globale pour l'année. Et ensuite, autour, il y avait de la vente d'abonnements, des choses comme ça. Donc, il y a cette préoccupation dont on parlait juste à l'instant d'éducation aux médias,
que les enfants aient accès à la presse, comprennent ce que c'est l'information, la liberté d'expression, voilà, qu'ils aient ce regard ouvert sur le monde. Donc, il y a une démarche citoyenne qui peut aussi intéresser des grandes entreprises, puisqu'ils peuvent être mécènes, ils peuvent voilà, avoir... Enfin, voilà, on peut les interpeller sur cette volonté d'être acteurs eux aussi dans la société. Donc, c'est aussi un modèle, moi, que j'ai vu de business plan qui a pu fonctionner, mais qui reste fragile parce que quand vous reposez sur un donateur principal, s'il se désengage, voilà, votre modèle s'écroule et il y a vraiment... c'est une lutte, c'est vraiment une lutte constante et elle est effectivement très, très difficile pour la presse en général, pour la presse jeunesse également. Oui, Madame Assis. Vous semblez vouloir dire quelque chose. Alors, ça va, pour répondre à la question, ça va dépendre aussi un peu du pays dans lequel on vit et du besoin. Enfin, le besoin est partout, mais en fait, de la priorité que mettent les parents à lire le journal ou pas. Et c'est là où chacun va. Nous, au Qatar, on avait un autre business model. Là-bas, on travaillait avec les grandes sociétés qui avaient à peu près 2% de leur budget pour le CSR, le Corporate Social Responsibility, et donc ils utilisaient cet argent pour aider à l'éducation, et c'est comme ça qu'on passait dans les écoles publiques au Qatar justement en répondant aux grandes sociétés qui voulaient atteindre le public qatari. Et on était le seul journal qui, justement, auquel faisaient confiance les parents qataris pour le faire entrer dans leur maison. Parce que même le journal, le quotidien politique ou le quotidien classique restait dans les bureaux. On était les seuls à rentrer dans les maisons et c'était là encore plus la responsabilité qu'on avait du contenu qu'on mettait, parce qu'on a eu à un moment une offre de mettre une publicité pour du chips qu'on a refusé, mais elle était énorme. C'était tous les numéros de toute l'année. Et on l'a refusé pour les raisons que vous connaissez. Donc oui, mais sinon, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut sortir un peu surtout pour les enfants, sortir de cette zone de confort d'être un journaliste classique, aller vers des activités, justement l'éducation aux médias dans les écoles. Il y a des écoles, bon, nous au Liban, on fait payer, mais très peu, mais on fait payer les écoles quand même parce que ça nous coûte de sortir de nos bureaux et d'aller passer une journée dans une école. Le travail avec les municipalités, le travail avec les entreprises pour expliquer des concepts difficiles comme l'argent, l'énergie, ce genre de façon d'expliquer des concepts difficiles que les entreprises ont envie d'expliquer. Je ne sais pas, moi, la production du lait, expliquer aux enfants, c'est intéressant pour eux. Donc, ils vont payer pour le faire. Et donc, nous, on leur donne ce produit à côté de ce que nous faisons tous les jours. Donc, oui, je pense que nous, les Libanais, on peut faire des tentacules pour ramener à chaque fois des subventions et essayer de changer de business model tous les jours. En ligne, c'est plus difficile. Et on a choisi justement pour Yomcom de ne pas faire payer, on aurait pu, parce que cet âge-là, ils n'ont pas encore un pouvoir d'achat, ils vont donc demander à leurs parents. C'est pas comme les tout petits, parce que ceux-là, ils ont envie de lire des choses sans dire à leurs parents. On reste le grand frère, mais on est aussi, on reste gratuit pour pouvoir donner accès à tous les ados à lire, parce que c'est notre priorité, et après, on va chercher l'argent autrement. Je ne sais pas pourquoi, mais la question qui vient d'être posée dans le groupe privé du forum sur Facebook revient toujours à la question de l'argent. Et la question est dit ceci, comment trouver, elle est posée par le journaliste Maël, comment trouver des subventions pour créer un média pour enfants? Ça dépend des régions. Par exemple, en France, chaque ville a un soutien disponible, mais ça dépend des régions. Et aussi, ça dépend de ce qu'on veut faire. Quelque chose grand, quelque chose petit. Laure, vous connaissez mieux le marché africain que moi. Qu'est-ce qu'on peut faire au Mali, par exemple?
En fait, moi, j'ai l'impression que sur des marchés comme les nôtres, ce qui marche bien, c'est quelque part d'unir ses forces, donc de faire du cross-média, donc d'utiliser par exemple le média de la télévision ou même de la radio pour faire cette éducation-là et puis pour que les enfants s'intéressent aux autres médias, à la presse, etc. Mais je pense quand même que globalement, après, il y a quand même une responsabilité individuelle, donc à la fois des familles qui est très, très importante et des parents. Et nous, c'est ce qu'on essaye aussi de faire un peu avec nos magazines qui sont un format un peu hybride entre de l'information, mais c'est quand même beaucoup de fiction pour donner le goût de lire aux enfants. On essaye de beaucoup s'appuyer sur les parents. Et j'insiste aussi, y compris sur des parents qui ne sont pas lettrés. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas lettré qu'on ne peut pas être un éducateur de ses enfants. Donc, nous, on a beaucoup de communication aussi dans ce sens-là. Et est-ce qu'il y a entre vous qui approchent les grands-parents au Alors, Japon? non, tant que ça, je crois que c'est Caroline qui parlait de ça, ces tiers médiateurs-là. C'est vrai que nous, les grands-parents, pour l'instant, on ne fait pas d'approche très frontale, mais je pense que ça ferait sens ici aussi. Hein. Je ne sais pas ce que vous faites spécifiquement, par exemple. Caroline, vous parliez des grands-parents, je crois. Mais je pense que c'est une base aussi intéressante. Nous, on les attaque frontalement et on les titille en fait en leur proposant de faire des cadeaux intelligents. Ouais. Voilà, de faire des cadeaux intelligents à leurs petits-enfants, de faire des cadeaux raisonnés alors que leurs petits-enfants soient en France ou à l'étranger avec une version digitale. Mais voilà, de faire un cadeau qui a du sens et puis en plus qui peut amener du partage dans la famille et qui peut créer la discussion aussi. Il y a cette dimension familiale et intergénérationnelle d'avoir le grand-père et le petit-enfant ou la grand-mère qui lit le journal avec son petit-fils ou sa petite-fille qui lit aussi son propre journal à côté. Ça fait profondément du sens. Et c'est ce qu'on disait, c'était vraiment une des intentions, c'était de créer du lien, que ce soit dans la famille, entre les générations, dans l'école, entre les élèves qui discutent entre eux. Et en plus, ce qui est assez formidable, c'est de placer l'enfant en fait au centre de la famille, que ce soit l'enfant qui puisse également être un apporteur d'informations. Parce que lui aussi, il a appris des choses dans son journal et lui aussi, il a des choses à dire. Et on valorise la position de l'enfant dans la famille. Et je trouve que c'est assez intéressant. Et les grands-parents sont de parfaits cibles. Alors, nous avons commencé une série de petites vidéos où les grands-parents racontent comment eux vivaient, parce que, bon, je reviens un peu, désolée, sur la situation au Liban, mais au Liban, par exemple, aujourd'hui, nous n'avons pas de transport public, alors qu'il n'y a pas longtemps, on avait un train qui allait de Jérusalem à Damas. Donc, quelque part, on fait raconter aux grands-parents ce genre d'expérience, comment eux, ils allaient à l'école en train et à combien? À 5 piastres. Et ainsi de suite, ce genre d'expérience, la Deuxième Guerre mondiale, la famine. Mais ils racontent aussi, on leur demande de le raconter à leurs petits-enfants. Et donc, c'est assez aussi, c'est un peu raconter notre histoire d'une façon moins sérieuse et vécue. Madame Haline, est-ce que vous avez une idée que les éditeurs peuvent s'essayer au-delà ou hormis tout ce qui a été déjà dit? Oui, je crois qu'il y a encore une petite chose que vos participants peuvent essayer, soit sur écran, soit sur papier. Donc, je vais essayer de partager mon écran, mais je deviens assez douée avec ça. OK. Et ça, c'est quelque chose qui a été fait au Brésil. Ce qu'ils ont fait, voici un article long, sérieux, compliqué, mais ils ont mis à côté, dans ce petit coin-là, quelque chose qui s'appelle « Pour votre enfant à lire ». Donc, ils ont fait une condensation des points. Oh, shit. Oh dear. OK. Une condensation des points essentiels sur l'article de base.
Et aussi les adultes ont apprécié ça, puisque souvent dans les articles, on ne donne pas de background, on pense que tout le monde savent déjà. Et aussi, eux, ils ont pu avoir un peu de pub. C'était une école privée qui a pris un petit pub dans ce genre d'éléments. Il a eu pendant toute l'année, il a payé le salaire d'un journaliste pendant l'année. Donc, c'était le deuxième partie. Mais c'est juste, on peut essayer ça. Et aussi, ça forme les journalistes à écrire courtes et claires. Et en fait, on a trouvé que les journalistes qui traitent des faits divers sont les plus doués pour ça, pour commencer. Voilà. Merci infiniment, chers panélistes. Nous sommes à la fin de cette session, mais avant de partir, j'ai encore une toute dernière question pour chacune d'entre vous. La question de savoir pourquoi avez-vous fait le choix, vous, de vous intéresser à l'actualité pour enfants? Je me permets, je me lance. Alors moi, ça a été un concours de circonstances professionnelles qui m'a amené vers le métier qui m'a amené vers la presse jeunesse. Et en fait, il s'est avéré que ça a été ma toute première expérience en tant que journaliste. J'ai commencé au Journal des enfants en tant que journaliste. Et pendant longtemps, pendant des années, les rédacteurs en chef, notamment du Journal de l'Alsace, où nous avons nos locaux, me disaient « mais maintenant, il va falloir que tu arrêtes de t'amuser, que tu deviennes vraiment journaliste et que tu ailles travailler pour les grands et que tu ailles écrire pour les grands. » Et j'avoue que j'étais tellement piquée, tellement mordue que je me suis battue bec et ongles pour pouvoir rester au Journal des enfants. Et voilà, j'en suis ravie. Alors, de temps en temps, effectivement, j'écris aussi pour les grands. C'est très, très facile. Je m'amuse beaucoup. Voilà, c'est vraiment pas une difficulté. Mais j'avoue qu'il faut y faire très, très attention à la presse jeunesse parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans, on a du mal à en ressortir. Voilà, c'est assez génial. Madame Ledoux, vous voulez partager avec nous comment cette passion, comment vous êtes entrée dans les médias pour enfants? Oui, alors je pense que d'abord, je suis rentrée dans les médias pour enfants parce que moi-même, j'ai été une enfant qui a pu bénéficier de médias pour enfants, donc des journaux d'actu pour les petits, des magazines à lire dans lesquels il y avait de l'information, etc. Puis je lisais même des magazines pour adultes. Et puis, l'envie, en fait, d'impacter. Moi, je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire il y a 10 ans maintenant. Au départ dans un tout autre secteur d'activité et j'ai eu à cœur de faire quelque chose qui n'existait pas encore sur le marché localement. Et puis, donc ça, c'est la deuxième raison. Et puis peut-être la troisième raison qui est aussi un peu personnelle et individuelle, je suis aussi maman et j'avais aussi envie qu'il y ait des propositions locales, ancrées pour mes enfants. J'ai 3 filles avec 3 âges, enfin voilà, je couvre un spectre d'âge assez large et je voulais aussi qu'elles puissent avoir des médias africains disponibles ici qui puissent leur raconter le monde, parce que l'idée, c'est pas juste de parler du continent, mais leur raconter le monde et faire porter leur voix. Madame Ball. Oui, alors pour moi, c'est peut-être un peu différent. Moi, je ne viens pas du monde des médias et c'est plutôt de l'autre côté. Mon expérience, ça a été d'être lectrice et spectatrice des médias et de voir l'évolution de ces 10 ou 20 dernières années et de voir l'impact que cette évolution a sur la manière dont on voit le monde aujourd'hui. Et quand on nous montre beaucoup de choses qui ne vont pas, de conflits, de problèmes, ça impacte la façon dont on voit le monde et notre envie d'y participer. Et cette réflexion en fait, que j'ai eue moi-même, j'y ai réfléchi aussi pour les enfants. Et je me suis dit que pour les enfants, quand ils découvrent le monde, qu'ils ont confiance dans ce que leur disent et leur montrent les adultes, eh bien, c'est important de leur montrer qu'il y a aussi des choses qui vont bien et des choses qui sont positives parce que ils ont besoin d'avoir confiance en eux et d'avoir envie d'agir. Et c'est vraiment ça qui m'a mis moi-même en action. Il ne reste plus que Madame Hassi.
Oui, comme j'avais, en fait, c'est un peu ce que j'avais dit. Moi, comme je suis initialement, je viens de l'éducation et j'ai été pendant 13 ans proviseur d'un établissement dans une région éloignée au Liban. Donc, quelque part, dans toute cette région, il n'y a pas d'éducation aux médias. Les enseignants rentrent, ils donnent un enseignement classique, ils repartent, on parle presque jamais de ce qui se passe dehors, ou quand on en parle, c'est très vite, il faut revenir au sérieux, aux choses sérieuses. Le professeur va vous dire, revenons aux choses sérieuses, allez, 1 + 1 = 2. Donc, c'est de là qu'est venu vraiment ce besoin. Et moi, même en tant que proviseur, puisque j'avais tout le choix et l'autonomie de décider de ce que je faisais, je sortais très souvent des enseignements classiques dans l'école où je travaillais. Et c'est comme ça que quelque part, on avait pendant un bon moment envie de faire un journal. Et puis après, on s'est dit, au lieu d'inventer la bombe, on va aller voir François Dufour et lui proposer de nous donner les royalties du petit quotidien. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et voilà. Merci encore une fois à vous, Madame Bat, Madame Gertner, Madame Rassim, Madame Bledou, Madame Araline, pour avoir coordonné ce webinaire. Je me rappelle encore de ces nombreux mails. Oui, allez-y. Je ne peux pas. J'ai une dernière chose, puisque je crois que il faut dire qu'on a tellement d'admiration pour ce que ces femmes fassent et ce que leurs confrères et consoeurs fassent dans le monde, puisque moi, je pense que c'est l'un des éléments essentiels pour le futur du journalisme et donc pour le futur de démocratie, avec les visites du journaliste, la valorisation de la production des jeunes quand ils sont ados, introduire les enfants à l'actualité bien faite, de qualité, c'est essentiel, comme j'ai dit, pour le journalisme et pour la démocratie. Merci pour ce rappel important, Dr. McMahon. Et je rappelle à tous ceux qui le souhaitent, à tous ceux et celles qui désirent rejoindre le groupe privé du forum de l'UCFJ sur Facebook. Je viens d'envoyer le lien dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. Vous pouvez répondre au questionnaire et rejoindre ce groupe qui rassemble essentiellement et rien que des journalistes francophones du monde entier, qui soient basés ici en Afrique ou ailleurs, en France, en Suisse, au Québec ou en Haïti. C'est un groupe qui rassemble des journalistes qui partagent entre eux des opportunités, des bourses, des annonces et qui aussi s'entraident et font évoluer ensemble leur profession. Merci encore à vous d'avoir accepté de participer à cette session avec nous et surtout de parler à vos collègues sur les médias pour enfants, comment rendre l'actualité accessible aux enfants. Je pense que même en 2 heures, on n'aurait pas terminé cette session parce qu'il y a énormément de questions. Moi, j'ai envie par exemple de vous demander concrètement, de façon pratique, comment se fait ou se pratique l'écriture pour enfants. Une phrase, une idée, pas plus de 12 mots, mais est-ce qu'on peut encore revenir là et dire aux gens avec des exemples concrets, comment écrit-on pour les enfants? J'imagine que ce n'est pas de la même manière que ce qu'on fait pour les adultes. Je pense qu'on aura l'occasion en 2023 certainement de revenir sur un autre aspect de cette session, de cette thématique. Mais je vous souhaite déjà bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi. Merci encore pour votre disponibilité. Merci infiniment d'avoir partagé votre expérience, d'avoir offert des ressources, des conseils aux confrères et aux consoeurs journalistes francophones du monde entier. Merci encore à vous, surtout Madame Araline, d'avoir coordonné tout ceci et de nous avoir aidé à réussir cette session. Merci infiniment. Et merci Kossi pour la modération incroyablement bon. Merci à vous encore une fois. Merci. La session très vivante. Merci. Au revoir. Au revoir.